Bonjour. Dans l'Antiquité, l'homme était particulièrement habile à utiliser tous les objets qu'il trouvait autour de lui à des fins utiles. Le ver d'Hêtre, aujourd'hui appelé le ver de Crie, est un très bon exemple. C'est en gros la rouille qu'il trouvait sur le cuivre. Ils s'en servaient d'une part comme fongicide, protéger leur corps et les plantes contre les champignons, et d'autre part comme teinture pour peindre les objets en bleu ou en vert. Aujourd'hui, scientifiquement, on l'appelle l'hydroxyde acétate de cuivre. Et moi, mon travail de thèse, ça va être étudier les propriétés de ce matériau. Donc les propriétés magnétiques, savoir si c'est un aimant ou pas, les propriétés électriques, s'il conduit le courant ou s'il est isolant, et les propriétés dites de contrainte, à savoir si on applique une contrainte mécanique au matériau, comment il réagit. Donc on appuie basiquement sur le matériau, on regarde comment il réagit. Les applications de ce genre de choses, c'est bien évidemment les mémoires magnétiques, vos clés USB, les disques durs, tout ce qu'il y a dans les ordinateurs en général. Il faut bien financer nos recherches, on l'a bien dit. Maintenant, faisons le voyage de l'infiniment petit. Imaginons qu'on est 10 milliards de fois plus petit. C'est l'échelle de l'atome. Eh bien, ce qu'on verrait, messieurs et mesdames, ce ne serait pas des boules sphères dures comme ça, qui seraient des atomes. On verrait des toutes petites particules qui fusent dans tous les sens, qu'on appelle les électrons, et des particules beaucoup plus lourdes qui ne bougent quasiment pas. Ce sont les noyaux. Eh bien, notre hydroxyde acétate de cuivre à cette échelle, c'est rien d'autre qu'un amas d'atomes d'oxygène, de carbone, de cuivre et d'hydrogène. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacun de ces atomes a son noyau qui bouge quasiment pas et ses électrons qui tournent autour. Et l'interaction entre ces électrons, qu'est-ce qu'ils se disent, comment ils se touchent, etc., c'est exactement ce qui va définir toutes les propriétés dont on a parlé avant, magnétiques, électriques et de contrainte. Mais comme l'a dit Galilée, le livre de la nature est écrit dans le langage des mathématiques. Donc les équations, les relations mathématiques, on en a besoin. Ne vous inquiétez pas. Physiciens et mathématiciens se sont penchés sur le sujet depuis bien longtemps. Ils ont, édité une sorte de recueil des lois de la nature à cette échelle. C'est la superbe théorie de la mécanique quantique. Elle règne en maître sur ce monde microscopique. Les physiciens l'ont compris il y a bien longtemps, les chimistes aussi, les biologistes... Voilà. Donc, ma thèse en résumé, ça va être extraire une équation de cette théorie de la mécanique quantique, à savoir l'équation de Schrödinger, pas le chat, l'équation. Et en résolvant cette équation, eh bien, on va réussir à trouver ce dont on a parlé avant. La dynamique électronique, qu'est-ce que se disent les électrons, comment ils interagissent les uns avec les autres. Et à partir de là, on peut remonter à tous les résultats de propriétés magnétiques et électriques et de contraintes du matériau. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut aller voir nos expérimentateurs et leur dire, voilà, mon cher ami, si jamais tu fais telle ou telle expérience, il y a de très grandes chances que tu trouves ça, si ça se passe à l'échelle atomique. Mais en modestie, bien sûr, parce qu'on ne sait pas tout. Hein. Mais je vous assure que quand on travaille dans ce monde quantique, un électron qui disparaît ici, qui réapparaît ici, de la matière qui se transforme en lumière, de la lumière qui se transforme en matière, et oui, c'est possible, rien de bien choquant. Et à tous ceux qui considèrent que la mécanique quantique, c'est un délire ésotérique de matheux et de physiciens, je dirais que l'avènement prochain de l'ordinateur quantique vous prouvera bientôt le contraire. Merci beaucoup.